Love Série, votre rendez-vous dédié aux œuvres diffusées dans votre télé, sur vos sites de streaming préférés, le tout sur We Love Cinéma. Et comme chaque quinzaine désormais, un invité de choix, un invité prestige, un invité de dites-moi donc, on se fout pas de votre gueule, vient nous rendre visite. Et c'est aujourd'hui une plume des plus affûtées qui vient avec nous deviser, puisqu'on lui doit entre autres les scénarios de Paparazzi, des OSS 117, de l'excellente série au service de la France, les plus belles années de Feu les Guignols de l'info et quelques-unes des plus belles saillies scéniques, je précise, de Patrick Timsit. Bonjour Jean-François Alain. Ah mais bonjour Charline et bonjour Charlotte. Et je vous présente donc l'excellente Charlotte Bloom. Salut Charlotte. Salut. Bonjour à vous deux. Venue nous parler de la série choisie par nos auditrices-auditeurs, puisque vous le savez désormais, l'actu des séries à traiter est entre vos mains, soumis à vos votes et votre sagacité sur le compte Instagram de We Love Cinéma. Et les gagnants de cette semaine est un revenant sacrément pimpé, on va revenir là-dessus. J'ai nommé Perry Mason, New Generation, enfin d'ailleurs non, puisque c'est un préquel, soit la sombre jeunesse du futur avocat, imaginé en roman par Earl Stanley Garner et incarné à la télé par Raymond Burr, entre 57 et 68, puis entre 85 et 95. Et dans cette nouvelle version HBO diffusée sur OCS, Perry est jeune, juriste, désargenté, et il survit en travaillant comme détective dans le Los Angeles des années 30, et ça ressemble à ça. Mr. Mason. Certain matters require discretion and finesse. That's the kind of thing you're good at. Wear your good suit. This is my good suit. You're a detective, Mr. Mason. It's a fancy word for a busybody, but yes. It's very easy for you to break the rules, isn't it? And you never accept any help. How about I have a look? You stay in the truck. Shut up. Stop the car! How can we help you, Mr. Baggerly? Members of my church. An unspeakable act has visited upon them. Kidnapping gone way wrong. Worst thing you ever seen. What do you know what I've seen? À la manœuvre, Rolling Jones, à qui on doit déjà Friday Night Light et Boardwalk Empire, et Ron Fitzgerald, qui a aussi travaillé sur Friday Night Light, Weeds et Westworld. Et dans le rôle titre, l'excellent Matthew Rhys, qu'on a vu dans The Americans. Charlotte, j'ai immédiatement pensé à James Ellroy. Est-ce que c'est normal, docteur ? Ah oui, là, je pense que c'est une petite pression quand tu commences à faire le Los Angeles, 1930, quelques clins d'œil à Hollywood, etc., au monde du cinéma, ces lumières-là, cette façon de filmer-là. Je pense que tu as une petite pression. Tu te dis que tu vas être comparé à LA Confidential, au Dahlia Noir. Et ça nous replonge vachement là-dedans, mais ça nous replonge aussi vachement dans Boardwalk Empire, je trouve. Dans l'esthétique, tu veux dire ? Ouais. Ça se sent. Alors, rien à voir avec la précédente série, parce que là, il n'y a pas de plaidoirie, c'est de l'enquête, du crapoteux. Mason travaille pour un avocat qui est joué par John Lithgow, alias Trinity Killer, pour les fans de Dexter. Toujours un truc un peu sympa. Et je précise, c'est pas à mettre devant tous les yeux, la scène d'ouverture de ce Perry Mason est super raide, rappelons que It's Not TV, It's HBO, c'est quand même l'enlèvement et le meurtre d'un bébé qui a retrouvé les yeux cousus. Et ça s'arrange pas tellement par la suite. Faut quand même prévenir. C'est très très sombre, on est d'accord, Charlotte ? Il y a des chocs visuels. Alors, c'est marrant parce que ils existent, mais ils sont rares par rapport à la beauté du reste. C'est-à-dire qu'on est sur de la lumière magnifique, que ce soit dans les rues de Los Angeles, mais aussi dans une partie de la série qui se passe dans une église, enfin dans un groupuscule religieux. Ou dans une secte même, je pense qu'on peut dire. Donc c'est marrant parce qu'on a vraiment des plans, des moments très lumineux et d'un coup, on se fait avoir par une séquence, une scène, on va le dire, dégueulasse. Jean-François, tu es amateur de polar de manière générale et c'est quoi tes références en polar télé ? Je suis très amateur de James Ellroy par exemple. Ouais. Là, c'est pas la télé, mais ça vraiment beaucoup. Et j'avais vraiment aimé, mais pas la conclusion, j'avais vraiment aimé la première saison de True Detective. True Detective, ouais. Parce qu'on parle de choses poisseuses, voilà quelque chose qui était vraiment extrêmement poisseux. Voilà, mais la question que je me pose quand même, c'est pourquoi faire une sorte de, je sais pas, on dit reboot ou en tout cas une jeunesse de Perry Mason, puisque finalement les gens qui ont regardé Perry Mason sont des gens qui sont très âgés. Et c'est pourquoi ? C'est parce que au départ c'était un livre Perry Mason, c'est une marque. C'est une série de romans. C'est une série de romans. D'accord. Mais c'est plutôt... moi j'étais un peu sur le papier, on se dit on va exhumer cette vieille série dont moi j'ai vu les dernières versions quand j'étais gamine en fait. Moi j'ai vu les versions qui étaient, si ma mémoire est bonne, étaient déjà même plus une série mais des espèces de longs épisodes. J'ai des souvenirs de ça moi avec ce monsieur qui avait une barbe blanche, si mes souvenirs sont bons. Mais je trouve que ça marche assez bien en fait, c'est assez intéressant.
C'est un peu la version Los Angeles 30 de comment Saul Goodman est devenu. Enfin bon, bref. Et en version pas drôle. Oui, c'est vrai quoi. qu'il y a de ça. Non, c'est l'inverse d'ailleurs. Vous n'aviez pas vu la toute première série avec Raymond Burr? Mais c'est lui qui a joué dans toutes les séries en fait, en vieillissant au fur et à mesure. Parce que moi j'ai raté. Moi j'ai vu la première, j'ai vu ça peut-être sur Feu la 5 qui passait des tas de trucs. C'était une bonne série. Enfin, de toute façon, l'acteur était génial. Donc, Ouais. Non, je ne crois pas dire de bêtises. Il me semble que c'est lui qui l'a joué dans toutes les séries. C'est-à-dire que la première partie, qui était déjà très tôt, où il jouait un jeune avocat, et après, par la suite, quand il était déjà un avocat un peu plus vieillissant. Mais moi, j'ai des souvenirs de grandes scènes de plaidoirie dans chaque épisode. Et là, alors, autant prévenir les amateurs de procédural, c'est pas du tout le principe de ce nouveau Perry Mason. Et Charlotte, ce que tu disais, pour ce qui est de l'image, c'est très 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 beau. C'est beau comme du film noir, hein, c'est-à-dire qu'on oublie, on oublie le suréclairage. Il y a beaucoup de ruelles, il y a beaucoup de recoins sombres, il y a toute la panoplie. Hein. Il y a de la musique jazz parce que sinon on n'est pas vraiment dans un film noir à Los Angeles dans les années 30. La réalisation d'une partie des épisodes, on la doit à Tim Von Patten qui avait déjà officié sur Game of Thrones, mais surtout sur Boardwalk Empire. Et tu le disais, on retrouve la touche Boardwalk sur Perry Mason, Charlotte. C'est la même période sur la côte d'en face, quoi. Mais et il avait fait Les Sopranos, Deadwood, Sex and the City. Enfin, c'est un des grands réals HBO. Et là, d'ailleurs, il est réalisateur de 5 épisodes sur 8, mais il est aussi producteur exécutif. Ouais. Donc, il a vraiment inventé la façon et l'univers dans lequel on raconte cette histoire. Et souvent, quand il parle de son métier de réalisateur, il dit qu'il est un créateur d'univers. Et pour moi, c'est pas un hasard que quand il travaille sur une série, surtout dès le début, l'univers soit si fort, si foisonnant, si détaillé et si beau. C'est absolument magnifique. Hein. Vous disiez tout à l'heure, enfin tu disais Charlotte ou Charline, je sais plus, que la musique c'était du jazz souvent. Ouais. C'est ça. Parce que moi, ce que j'aime, c'est le petit reproche que je fais par exemple à Peaky Blinders. Voilà. Bon, c'est l'apport de musique moderne et d'une façon de réaliser un poil clippé. Vous voyez ce que je veux dire, un peu. Et là, dans cette série-là, on est plus dans un style, non pas années 30, mais enfin, on est plus véridique dans tous les détails, c'est-à-dire dans la musique, même dans les plans, ou même si évidemment. J'ai pas relevé d'anachronisme, mais après, j'ai pas non plus une connaissance du cinéma d'époque démentielle, mais il y a rien qui me semble anachronique. Il y a effectivement pas d'apport un peu. Parce qu'il y a un film qui est sorti, qui est passé un peu inaperçu au cinéma avant le confinement, le dernier film d'Edward Norton. Oh, sublime. Tu l'as vu? Oui. Et moi, je suis amoureuse d'Edward Norton, donc je regarde tout ce qu'il fait. Mais comment ne pas l'être? Brooklyn Affair. Eh ben voilà, Brooklyn Affair. Voilà un film la musique était sublime, vraiment super belle, et on avait l'impression de voir, évidemment, pas dans le rythme, pas dans le montage, mais quand même de voir un film de l'époque un peu quand même. C'est ça le sens de ma question. Très bon film, Brooklyn Affair. Très bon film. Très film. Mais toi-même, tu es bien placé, Jean-François, pour savoir que quand on fait une série ou un film d'époque, et ce, quelle que soit l'époque, il n'y a quand même rien de plus casse-gueule. Il n'y a rien de plus casse-gueule parce qu'il y a aussi le fantasme de l'époque. Donc c'est ça, c'est-à-dire qu'on se heurte au fantasme de l'époque et non pas à l'époque avérée. Donc il y a ce qu'on imagine. Pour revenir à des trucs que j'ai fait les années 60, par exemple, les années 60 en France, c'est pas du tout l'image qu'on en a. C'est-à-dire qu'on a un peu mélangé le rêve américain, les années 60 en France. La réalité n'est pas celle-là. Donc oui, c'est assez difficile. Ça, c'est sûr, c'est très difficile. Et puis, nous, on n'a pas les moyens qu'ont les HBO ou Netflix, c'est-à-dire si la direction artistique est la même que dans Broadwalk Empire, c'est hallucinant. Voilà, c'est des moyens colossaux. C'est une série à gros budget, hein. Et ça se voit. Et je dis pas ça se voit dans le mauvais sens du terme, genre ça se voit, c'est clinquant, c'est trop riche. Il y a du budget et qui, à mon sens, je sais pas Charlotte ce que t'en penses, c'est utilisé à bon escient, quoi. C'est-à-dire que c'est de très bon goût et en même temps, on voit où est l'argent. Voilà. C'est ça qui est drôle, c'est que c'est sobre et sublime à la fois. Et c'est un équilibre qui est difficile, mais c'est un peu. Pour le coup, c'est marrant parce qu'on le ramène à Boardwalk Empire, mais c'est l'anti-Boardwalk Empire dans le sens où Boardwalk, c'était vraiment une série sur le pouvoir, sur l'argent, sur la domination, alors que là, on est plus sur un parcours, une rédemption, un homme qui se cherche, un homme qui combat ses démons. Donc, l'argent est utilisé magnifiquement, mais pas du tout de la même façon. On n'est pas dans les costumes de Nucky, on n'est pas dans ça. On est dans du réalisme, en fait. C'est marrant parce que
on a vraiment l'impression d'y être. Et moi, ce que j'aime bien dans Perry Mason, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'extérieur, il n'y a pas beaucoup de plans larges. Et on se concentre vraiment sur les détails qui ont rapport à l'humanité pour raconter l'époque. C'est-à-dire à ce qu'on mange, à comment on s'habille, à ce qu'on écoute comme musique, à comment on se coiffe, mais pas forcément un espèce de truc comme avait fait The Deuce ou comme avait fait Vinyl, qui était un peu too much. Et du coup, un peu carton. Là, non. Là, je trouve qu'on est beaucoup plus resserré sur les personnages et c'est vraiment les personnages qui font vivre l'époque. Et puis en plus, il y a une manière de traiter, alors pas le Hollywood, mais vaguement un peu en toile de fond, qui est assez bien amenée et assez maligne. C'est-à-dire que dans le premier épisode, Perry Mason est payé par un avocat pour une histoire d'adultère, pour essayer d'aller prendre des photos de la jeune femme fautive, c'est ça, hein, c'est la femme qui va traquer, où il se retrouve à aller faire des photos. Encore une fois, là, on a droit à une scène It's not TV, it's HBO, hein, c'est-à-dire que il y a de la violence, mais il y a aussi du cucu, hein, on va pas se mentir. Mais ça amène ça, comme ça, ce petit côté hush-hush, comme il y avait dans LA Confidential, qui passe assez bien en toile de fond et qui rend le tout assez cohérent. Et comme souvent sur HBO, on a la violence et le sexe frontal au début. C'est ça. Et après, c'est fait. Hein. C'est comme dans Rome, c'est comme dans pas mal de séries. On attire le chaland avec tous ces trucs-là, parce qu'on a du frontal hommes et femmes, hein, quand même. Et puis après, on oublie que ça existe, finalement, le cul, on n'en parle plus trop. Mais c'est rigolo, parce que là, pour le coup, c'est pas totalement gratuit. C'est un des moteurs du boulot de Perry Mason au départ. C'est-à-dire d'aller chercher les fautifs, les gens qui trompent leur femme, leur mari, et d'aller faire des photos crapoteuses... pour les cas c'est vraiment le boulot de détective de bas étage, quoi. On sent qu'il prend tous les petits boulots pourris qu'aucun détective va vouloir prendre parce qu'il n'a aucune conscience de ses qualités, en fait. C'est quelqu'un à qui on n'a pas laissé sa chance et qui, en plus, souffre d'un syndrome... PTSD, là. Post-traumatique. Post-traumatique. Un syndrome post-traumatique, puisque c'est un vétéran et qu'il est hanté par ces images de guerre. Et c'est vraiment quelqu'un qui est démoli, quoi, quand on le rencontre. C'est une épave, en fait, Perry Mason. Alors, tu le disais, Tim Van Patten, qui a réalisé quelques-uns des épisodes, est aussi coproducteur. Et parmi les coproducteurs de cette série, un dénommé Robert Downey Jr. Il avait été d'ailleurs question qu'il joue le rôle de l'avocat. Et finalement, c'est une très bonne idée qu'il ait cédé sa place à... Non, mais j'ai rien contre Robert Downey Jr., mais je trouve que Mathuris est absolument excellent dans l'exercice. Il est peut-être un peu âgé pour le rôle, le Robert Downey Jr. Ouais, non, mais c'est pas faux. Quel âge a-t-il Robert, je sais pas, je dirais 55. Et donc là, vous parlez quand même de... Il a quel âge, le personnage Petite quarantaine, non? Tu dirais quoi, Charlotte? Quarantaine, ouais. Une petite quarantaine assez jolie, par ailleurs. Ouais. Quarantaine flamboyante. Et un mot de ce casting, alors qui est quand même assez démentiel. On a cité Mathuris, on a cité John Lithgow, mais alors le reste est à l'avenant. Hein. Ça joue extrêmement bien. Tatiana, je ne sais jamais prononcer son nom. Maslany, qui joue Sœur Alice, qui est donc la prêcheuse, est démentielle dans la série. Ouais, moi je lui donne tous les prix de la terre. Hein. Je veux qu'elle ait tout, le Emmy, le Golden Globe, le Charlotte Bloom Award. Elle est... mais dès sa première seconde, en fait, elle chope toute la lumière, elle chope tout l'écran, elle chope tout. Cette actrice est hallucinante, mais vraiment hallucinante. Et dans quoi j'ai pu la voir, cette actrice, parce que... C'était dans cette série où elle jouait 15 rôles différents, là, comment ça s'appelait? Je vais te dire ça tout de suite. 15 rôles différents? Elle jouait un personnage multiple. Orphan Black. Voilà, Orphan Black, exactement. D'accord. Non, vraiment, elle est incroyable dans ce Perry Mason. Mais globalement, ça, c'est un peu cliché de dire ça parce que c'est un peu la moindre des choses de ce qu'on demande à un casting de série. Ça joue hyper bien, vraiment. Vraiment. Vous l'aurez compris, on a beaucoup aimé cette série, on n'est pas les seuls, puisque si je ne dis pas de bêtises, 1 700 000 téléspectateurs américains ont assisté au lancement de Perry Mason, toutes plateformes confondues, ce qui est quand même un chiffre assez colossal pour une série HBO, si je ne m'abuse.
Charlotte, c'est toi l'experte là-dessus. Ah ouais, à part événement Game of Thrones, je pense que ça fait un bout de temps qu'ils n'ont pas eu ça, mais après, ils ont quand même réuni toutes les billes possibles et imaginables entre le cast, le prod réal, maison qui va faire le boulot parfaitement. Le côté, il y avait Robert Downey Jr. à la base, puis à la base, il y avait aussi, c'est marrant qu'on compare à True Detective parce que c'est Nick Pizzolatto qui devait l'écrire cette série à la base. Donc ils y croyaient vraiment, quoi. Ils ont mis tous les moyens. Et puis après, c'est un peu leur premier événement post-confinement. Et ils ont sorti des petites séries avant ça. Ils ont sorti I May Destroy You, I Know This Much Is True, Betty. Rien d'événementiel, en fait. Donc là, c'est leur grosse locomotive de maintenant, quoi. C'est leur True Detective de 2020. On retrouve un peu ce qu'on avait avec la saison 1 de True Detective. On est happé là dans ce monde dégueulasse et irrésistible à la fois. Ouais, c'est ça. On est happé dans ce monde dégueulasse et on adore ça. Vous êtes d'accord avec moi? Mais oui. Sur la chute de True Detective, la saison 1, vous êtes d'accord avec moi, la chute était extrêmement décevante, non? Ce qui était intéressant. La toute dernière scène. Oui, ce qui est intéressant, c'est le mélange des chronologies, le casting, l'ambiance, tout ça. Mais la résolution, finalement, le pourquoi du comment, n'était pas terrible, quoi. C'était très décevant. Bah, j'ai pas détesté, moi, j'avoue. C'est vrai? Ouais. C'est juste le dialogue entre les deux à la fin, en mode on regarde les étoiles et on est amis pour la vie, que j'ai pas trouvé, je trouvais inutile en fait. Ouais. Je sais pas, moi ce qui m'a plu, c'est la façon, quoi. Voilà, c'est le montage, alterner les chronologies, ces comédiens extraordinaires, l'ambiance. Mais après, finalement, l'histoire, je me suis dit, justement, si on parle d'Elroy, parce qu'on est dans l'atmosphère un peu. Ouais. C'était quand même pas génial de ce point de vue-là, voilà. Est-ce que tu vas regarder Perry Mason, Jean-François? Mais je peux le voir où? Sur OCS. Ah, mais oui, donc je vais le regarder. Et bien ben sûr. voilà, ce sera Je notre. peux le voir. Tu peux le voir toutes les semaines à raison d'un épisode par semaine, puisque c'est en diffusion à J+1 par rapport aux États-Unis. Voilà. Et c'est extrêmement recommandable, vous l'aurez compris, Perry Mason sur OCS. Changement d'ambiance, ça va devenir beaucoup moins poisseux. On va passer de Los Angeles à New York pour parler du choix du roi. Jean-François, c'est toi, avec ce générique. Hymne à la névrose sur 9 saisons Seinfeld 89-98. Jean-François, normalement, c'est le moment de l'émission où je pose la question « Pourquoi ce choix ?» Mais là, est-ce que j'ose? Bah ouais, j'ai pas le choix. Alors, pourquoi ce choix? Pourquoi Seinfeld? Mais parce que quand tu m'as demandé, j'ai même pas réfléchi, et puis j'ai réfléchi après. Ouais. Après, j'aurais pu parler de... Bon, parce qu'on s'attend à ce que je parle d'une série drôle. Et j'aurais pu parler après de, je sais pas, de Ricky Gervais, par exemple. Ouais. Donc, je suis un inconditionnel. Mais parce que Seinfeld, c'est ce qui m'a marqué le plus en écriture. Parce que c'est une des choses les plus intelligentes que j'ai vues en humour. Mais j'imagine que c'est quand même assez vieux maintenant, ça a 20 ans, ça s'est arrêté il y a 20 ans. Il faut, je ne sais pas, je ne me rends pas compte, je pense qu'il faut y passer quand même quelques petits obstacles pour regarder. C'est-à-dire visuellement, c'est quand même pas terrible, c'est-à-dire c'est vraiment du sitcom. Tu parlais là de générique, le générique est quand même vraiment pas terrible. Et puis, on est encore dans cette époque où les gens paraissent beaucoup plus vieux qu'ils ne le sont. C'est-à-dire que les fringues, en plus c'est américain, donc les filles sont maquillées, c'est atroce. C'est les épaulettes, c'est un peu comme quand on regarde Quand Harry rencontre Sally. Le film est bien, vraiment bien écrit, mais qu'est-ce que c'est vieux, qu'est-ce que c'est vieux. Et la Meg Ryan, on a l'impression qu'elle a 50 balais alors qu'elle en a 25, quoi. C'est l'avantage de Woody Allen, c'est que c'est moche d'entrée, démodé d'entrée, donc ça se démode jamais. Et non, ce que j'aime dans Seinfeld, alors Seinfeld est une saison que j'ai regardée intégralement. Donc je l'ai regardée intégralement il n'y a pas très longtemps, il y a peut-être 2 ou 3 ans, tous les épisodes. Il y a 9 saisons, c'est important quand même, c'est colossal. J'ai voulu tout regarder parce que j'avais vu, je sais pas, peut-être l'équivalent des 2/3 de la série, mais je n'avais pas tout vu dans l'ordre. Et c'est vraiment instructif de regarder ça parce que, évidemment, je dis ça aux gens qui ont envie de regarder Seinfeld et de découvrir, tout n'est pas bien dans Seinfeld. C'est-à-dire qu'il y a le début, qui est un petit peu hésitant. Il y a ce fameux épisode du restaurant chinois où, en gros, les héros font la queue pour entrer dans un restaurant chinois. Ouais. Ils n'arrivent pas à rentrer dans un restaurant chinois. Charlotte, tu as vu Seinfeld, Charlotte? J'ai vu Seinfeld, mais honnêtement, j'ai jamais réussi. J'ai jamais réussi à aimer Seinfeld. Bah, alors, à cause de ça qu'on se parle, l'esthétique,
c'est quand même un pur sitcom, c'est-à-dire qu'il y a très peu d'extérieur. Mais alors, tu vois, regarde, moi j'ai vraiment un souvenir. Il y a eu, moi, le moment où j'ai commencé à me gaver de séries sitcom y compris, il y avait une espèce de tradition, comme il y avait Blur contre Oasis, où si t'aimais Seinfeld, tu ne pouvais pas aimer Friends, et si t'aimais Friends, tu ne pouvais pas aimer Seinfeld. Qui est une espèce de guérillade, il y en a forcément une qui doit gagner sur l'autre. Et alors ça, c'est ma théorie qui vaut que ce qu'elle vaut, hein. C'est que si t'as commencé à être biberonné à Friends, t'as du mal à te mettre à Seinfeld. Et si tu as regardé Seinfeld, c'est impossible de regarder Friends après, non? Tu crois pas? Non, moi j'aime beaucoup moins Friends que Seinfeld, voilà, évidemment. Bah oui. Mais il y a un pont entre les deux. Il y a une série qui s'appelle Dream On, qui a été faite par le créateur de Friends. De Kaufman et Crane. Et c'est un peu entre les deux. C'est-à-dire que c'est un peu l'humour de Seinfeld et l'humour de Friends. Mais moi, ce que j'aime ce qui est très drôle dans Seinfeld, donc c'est un comique, Jerry Seinfeld, qui joue quasiment son propre rôle. Ouais. Il a 3 potes, dont un voisin. C'est le comique qui est le moins drôle, finalement, dans la série. Et il y a ce voisin invraisemblable qui est donc Kramer, dont on découvre après qu'il s'appelle Cosmo, et qui était très connu pour ses entrées. Mais c'est quasiment du théâtre. Hein. C'est-à-dire la façon dont il rentre dans la pièce en glissant sur le parquet avec des cheveux en l'air. D'ailleurs, il est fringué d'une manière qui se voit un peu ringarde. Et si tu regardes aujourd'hui, c'est le seul qui soit habillé de manière moderne. Tu le mets dans le aujourd'hui, il est carrément hype. C'est-à-dire que vraiment, les chemises, les pantalons, tout, une espèce de coiffure. Tu as le pote qui est George, qui est l'idole de tous les gens qui ont regardé Seinfeld. C'est vraiment l'idole, c'est une sorte d'icône. C'est Costanza, c'est ça? C'est Jason Alexander? Costanza, Jason Alexander qui n'a rien fait depuis, sauf porter une moumoute. C'est le seul truc qu'il ait fait. C'est le rôle de sa vie et c'est évidemment Larry David. C'est la façon dont Larry David se voit et qui est le plus loser de la Terre, qui vit chez ses parents, qui fait toujours les mauvais choix, qui n'a aucune chance avec les nanas, qui n'a aucune chance dans le boulot, qui est négatif, qui est radin, qui est petit. Et c'est un personnage absolument génial. Tu sais que le truc qui est drôle sur Costanza, c'est que quand Jason Alexander a pris le rôle, il pensait que l'inspiration, enfin que le modèle, c'était une sorte de Woody Allen. Donc il le jouait très Woody Allen jusqu'au jour où les scénaristes lui ont dit mais pas du tout en fait, c'est pas lui, c'est Larry. Donc il va falloir réajuster et que du coup il y a un petit glissement. Mais pour donner envie aux gens de connaître ou de voir, il y a un épisode. Alors évidemment, tout ce qui est écrit par Larry David est vraiment, au-delà d'être très bien écrit, c'est vertigineux. C'est-à-dire, c'est d'une intelligence. Tu parlais tout à l'heure de quel est le terme que tu as employé, de névrose, voilà. Mais on disait que c'était le show qui parlait de rien. Et tu te souviens que c'est comme ça que ce show est devenu célèbre. C'est qu'il y a un mec dans un comité de direction qui a dit, c'est marrant, ça parle pas de grand-chose, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, voilà. Et c'est passé à 3h du matin, 2h du matin, 11h, et puis ça finit par exploser toutes les audiences là-bas. Ça parle vraiment de rien. Et ça parle de gens qui sont tellement névrosés qu'ils vont s'attacher. Il y a des épisodes où, par exemple, Seinfeld sort avec une femme, mais il ne peut plus sortir avec elle parce qu'il s'aperçoit qu'elle a des mains trop grosses. Voilà. Tu vois, alors c'est mal fait parce que c'est pas très bien réalisé, mais on voit que c'est des mains d'homme, mais bon, peu importe. Et l'épisode est là-dessus. Il peut avoir un épisode sur une chemise qui a un bouton, le deuxième bouton est un peu trop. Ça parle pas de la vie, mais ça parle de toutes les névroses américaines, juives, new-yorkaises. Et donc, je parlais de ce personnage de George qui est hallucinant. Pour montrer l'intelligence de l'écriture, c'est qu'à un moment donné, donc George est au fond du trou, a tout raté, le boulot, les femmes, tout. Et Seinfeld lui dit, mais pourquoi tu ne fais pas l'opposé de ce que tu es? Pourquoi tu ne fais pas... Donc, il va draguer les femmes en disant, voilà, je suis chauve, j'habite chez mes parents, j'ai pas de boulot, et il drague un canon qui lui dit je prends un verre avec vous. Et à partir du moment où il fait l'opposé de ce qu'il est, il réussit tout. Voilà la forme d'écriture de Seinfeld qui est absolument invraisemblable. Et il y a tout un épisode sur l'homosexualité qui est prodigieux. Donc 9 saisons, ça fait peur. J'ai fait, parce que Charlène, tu me connais un petit peu, un chouïa maniaque, voilà, ou un peu, je pourrais être obsessionnel, on va dire, obsessionnel. Dans cette série, là, Mason dans le reboot, voilà. Donc j'ai fait une liste des épisodes et j'ai fait des petites étoiles, mais rien que pour moi. Donc si des gens sont intéressés, je communique ma liste, voilà. En gros, pour moi, il y a 3 très très bonnes. Moi, je veux bien. Eh ben voilà, tu vois. Et non, mais je la communique sans aucun problème. J'ai mis des étoiles. Après, il ne faudra pas m'en vouloir, il ne faudra pas dire il est complètement timbré. Non, c'est comme ça. Et pour moi, il y a 3 saisons exceptionnelles. Voilà. À partir de la saison 2, saison 3, 4. Après, on sait que Larry David, qui est un vieux monsieur maintenant, mais qui était déjà un peu plus âgé,
étaient totalement épuisés par le stress, c'est plus ou moins désengagés de l'écriture. Et les gens qui ont écrit à partir des saisons 6, 7 sont des jeunes auteurs dont on sent qu'ils sont fans de ce que faisaient les autres avant. Sans prétention, je peux dire que c'est un truc que j'ai connu. J'en dis pas plus, voilà. Et tu te dis, ouais, bon, ça ressemble, mais c'est moins bien, voilà. Donc c'est un petit peu moins bien, jusqu'aux épisodes finaux qui ont été, on se rend pas compte, mais un phénomène énorme aux États-Unis, puisqu'il y a des chaînes de télé qui n'ont pas diffusé ce soir-là en disant, nous ne diffusons pas. Ça sert à rien. Ça sert à rien, on est devant Seinfeld, comme vous. Et les 2 épisodes de fin sont assez ratés. Mais les épisodes de fin sont quand même souvent ratés. Donc, voilà, pour moi, c'est je peux associer ça en qualité d'écriture, pas forcément en style, parce que, évidemment, il y a la série de Larry David qui est absolument incroyable, qui a redémarré, je crois, d'ailleurs. J'ai pas tout vu ça. Oui, il y a eu Curb Your Enthusiasm, ouais. Voilà, qui est une série vraiment géniale sur la névrose, quand je pense à tous ces programmateurs de télé qui te disent que ton héros doit être positif, magnifié pour le cours des événements, acariâtre. Tu as vu, Charlotte, un peu cette série? Oui. Ouais. Je crois que là, on a mis le doigt sur un truc, c'est que moi aussi, je suis Team Friends. Pourquoi ? Parce que je crois que j'étais pas prête pour les anti-héros à l'époque de Seinfeld. Ah ouais. Aujourd'hui, ça va. À l'époque, j'aimais trop la bienveillance. Et là, ils étaient tous pas sympas, en fait, dans Seinfeld. Ils étaient pas joyeux. Enfin, je sais pas, il y avait une espèce de mélancolie un peu pesante. Et voilà. Et dans le Curb, en fait, tout le monde se déteste. Et au bout d'un moment, moi, je suis qu'amour. Je pense que tout le monde le sait. Voilà, ça ne marche pas. Non, mais je comprends. Et c'est aussi pour ça, tu remarqueras, tu vas te dire, mais les gens vont se dire, mais c'est un mec très désagréable et très asocial. Mais c'est pour ça que j'aime Ricky Gervais aussi. Ouais, bien sûr. Alors, par contre, Ricky, oui, pour la vie. C'est la culture de la gêne. C'est la culture des choses qui ne se font pas, de la petitesse, le mec qui est méchant avec les puissants. Je me souviens dans Extras, l'agent de Ricky Gervais, qui essaie à tout prix de vendre d'autres clients que lui. Vous êtes sûr que c'est lui que vous voulez? Joué par cet acteur génial, là, le géant Mercant. Là. Ouais. Et moi, j'aime cet humour, j'adore être dérangé. On a eu cette discussion, je peux le dire, Charline, une fois. Bien sûr. Ouais, entre Foresti et Blanche Gardin. Voilà. Et moi, j'aime les deux. Et toi, tu m'as dit, je peux dire ce que tu as dit, Charline? Ouais, bien sûr. Tu as dit que Foresti, que tu te sentais bien en sortant du spectacle, tandis que Blanche Gardin, tu riais beaucoup, mais tu ne te sentais pas forcément bien. Là, on touche un peu du doigt. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on se sort de Seinfeld, on ne se sent pas forcément bien. Ce que je trouve très brillant dans Seinfeld aussi, c'est d'avoir adopté les oripeaux, on peut dire les atours d'une sitcom, mais ça n'a rien d'une sitcom. C'est-à-dire que c'est évidemment tourné en public, on connaît, les extérieurs sont faits par Blo, diffusés sur des écrans devant le public, il y a des entrées de scène, des applaudissements, ça dure 21 minutes, tout ça. Mais ça n'est pas du tout ça, c'est une comédie humaine. Et c'est très très drôle, mais c'est sur l'égoïsme, sur l'individualisme, sur la solitude dans la société. Et ces gens sont amis, justement, friends, mais ils ne sont pas amis. Ils se... Non, mais je parle dans Seinfeld. Qu'est-ce que c'est que cette phrase? Ils sont faussement amis. Et puis quel comédien. Alors vous parliez du cast tout à l'heure de Perry Mason, mais quel comédien, avec une seule qui a vraiment réussi à faire des choses après, et qui est une actrice géniale. Julia, elle a fait des trucs Julia Louis-Dreyfus, ouais. Voilà. Et les autres n'ont pas... Bon, Michael Richards avait un tout petit problème de racisme, voilà. Oui. Léger problème de racisme. Gros dérapage. Gros dérapage. Et malheureusement, à l'époque du portable, donc... c'est pas de bol parce que le portable venait d'exister. Hein. Et donc, voilà, le pauvre n'a jamais réussi à s'en sortir. Seinfeld a pris sa défense. Letterman, il n'a jamais réussi à s'en sortir. Jason Alexander n'a plus jamais rien fait. Et puis Seinfeld continue plus ou moins à faire du stand-up que je ne connais pas spécialement. Quoi, voilà. Donc, c'est une série qui est figée dans le temps. Alors, tu l'as promis, Jean-François, donc je vais le réclamer. T'engages-tu publiquement à nous faire parvenir ta liste d'épisodes notés, étoilés, et on la mettra sur les réseaux sociaux de We Love Cinéma. Vraiment, elle est faite saison par saison, c'est extrêmement bien fait, et j'ai les 9 saisons, et on voit tout de suite qu'il y a 3-4 saisons phares, voilà, vraiment. Et ben voilà. Donc pour tous ceux qui veulent se plonger ou se replonger dans Seinfeld, vous aurez donc un guide, on s'engage à vous le diffuser.
Merci beaucoup, Jean-François. C'est là pour Charlotte qui est absolument pas convaincue. Mais non, mais Charlotte va être la première à regarder avec ta notice, évidemment. Je suis prête à y aller. Je suis prête à foncer, je suis prête à faire des stats. Voilà. Tu oublies les gens désagréables, tu oublies les épaulettes, tu oublies les pantalons, les jeans qui sont remontés un petit peu jusqu'au nombril, un peu à la Jacques Chirac, et tu te consacres au jeu et aux répliques et au fond des épisodes, parce que c'est de la névrose totale. Vous pourrez donner non seulement votre avis sur Perry Mason, mais aussi sur les épisodes de Seinfeld annotés par Jean-François Alain. Ce sera sur le compte Instagram de We Love Cinéma. Voilà, vous trouverez le hashtag We Love Série. Nous, on se retrouve dans 2 semaines. Merci beaucoup Jean-François Alain, merci beaucoup Charlotte Bloom. Et d'ici là, vous retrouvez We Love Série sur We Love Cinéma et tous les agrégateurs de podcasts.